Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je remercie d'abord Serge Catoire et Arnaud Mazier d'avoir coordonné ce numéro sur l'intelligence artificielle au quotidien et tous ceux qui y ont contribué, dont plusieurs sont autour de la table. Nous entendrons en particulier sur l'éducation Émilie-Pauline Gallier, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et Erwan Patel, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Ensuite, sur l'industrie, François Marion, qui est directeur de la communication et membre du comité exécutif de Valeo. Sur les questions de transport, Hélène Brisset, directrice du numérique d'Île-de-France Mobilité. Et sur les aspects juridiques, Yannick Menser, magistrat, inspecteur de justice et maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg. Ils nous éclaireront sur ce sujet avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants. Pour ceux qui sont à distance, il suffit de l'indiquer sur le chat et bien entendu, je tâcherai de m'en faire le porte-parole. Je remercie également Alexia Kappelmann, secrétaire générale des Annales, à qui nous devons la qualité formelle de ce numéro et d'avoir rendu cette réunion techniquement possible. Avant de passer la parole à Madame Gallier, qu'il me soit permis de dire quelques mots des 4 raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans la série Réalité industrielle des Annales et organiser cette table ronde. En premier lieu, la productivité. Ce numéro s'inscrit dans une suite, débutée en décembre dernier, avec celui du numérique pour la réindustrialisation. Il traitait notamment des questions de gain de productivité au travers des jumeaux numériques et de ce que peut leur apporter l'intelligence artificielle. Cette problématique est aussi présente dans le numéro de mai dont nous parlons. La baisse de productivité constatée dans notre pays et dans d'autres pays dans des variables différentes est un problème majeur pour résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de la compétitivité industrielle et des services aux entreprises, de la soutenabilité des évolutions budgétaires, de la soutenabilité des retraites et de la protection sociale. Or, on a vu surgir en particulier depuis 2022 des promesses considérables concernant les apports de l'IA à la productivité, un peu à l'instar de ce qui s'était produit à la fin des années 90, où l'on imaginait qu'on passait, aux États-Unis du moins, d'une tendance pluridécennale de 1,5% par an de gain de productivité à 2,5%. Ça ne s'est pas vérifié, mais pour autant, le monde a été bouleversé en faisant apparaître la domination de grandes plateformes. Et de même, pour l'IA, on a vu des promesses d'augmentation de la productivité de 50% de la part d'analystes de certaines banques, je pense à Goldman Sachs par exemple. Il était essentiel de voir au plus près ce qu'il en est vraiment aujourd'hui et aussi comment les usages se développent, dans la mesure où on a aussi une deuxième révolution majeure devant nous. En second lieu, à côté des immenses espérances tant sur la capacité de mobiliser des savoirs de façon structurée pour l'éducation et la formation, que sur la productivité et sur la créativité pour les entreprises et puis pour les activités privées, les objections n'ont pas manqué de surgir. Impact sur les consommations d'énergie et d'eau, respect de la vie privée et des libertés publiques, questions éthiques, y compris sur d'éventuelles atteintes à la démocratie. Ceci a été traité dans le numéro de mars et figure aussi en tant que de besoin dans les aspects concrets du numéro de mai. Et ce, alors qu'entre en vigueur l'IA Act en Europe, qui essaie de trouver une voie moyenne entre une régulation forte et peu protectrice des libertés individuelles en Chine et une approche libertarienne promue désormais par le gouvernement américain. En troisième lieu, il n'y a pas une IA, mais plusieurs, et d'autre part, elles s'appliquent et s'appliqueront de plus en plus avec des spécificités qui sont liées au métier. Le numéro de mai traite ainsi de l'IA dans les sphères publiques et privées, sous les angles d'éducation et de formation, juridiques, vu tant du point de vue des magistrats que des avocats, fiscaux, médicaux, industriels, du BTP, des transports, qu'il s'agisse des véhicules ou du ferroviaire, d'aéronautique, d'environnement et d'énergie, d'infrastructures critiques, de défense et de sécurité, et nous en entendrons quelques exemples. Permettez-moi aussi de rappeler que les Annales des mines, fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe. Nous venons de fêter les 230 ans qui montrent la vivacité de nos réflexions pour échanger sur les meilleures pratiques d'aujourd'hui et les enjeux d'avenir. Elles comprennent 4 séries. La série rouge, qui est celle de ce mois de mai, Réalité industrielle, Gérer et comprendre, Responsabilité environnement et enjeux numériques. Tous les numéros des Annales sont accessibles dès le début du mois de leur parution sur le nouveau site annalesdesmines.org qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Les Annales des mines sont ainsi dans leur rôle d'éclairer des enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de ces 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales. Voilà.
Sur ce, je vais passer la parole au premier intervenant et par conséquent à Erwan Paitel ou bien Émilie Pauline Gallier, celui ou celle d'entre vous qui préfère commencer. Merci. Merci infiniment. Merci de votre proposition, invitation, du bon moment que nous avons passé effectivement à écrire cet article qui prolongeait pour Émilie Pauline et moi-même un travail entrepris depuis octobre 2023 avec notamment la personne que vous avez citée, à savoir Arnaud Mazier, que nous saluons amicalement et avec qui nous étions au sein de la commission sur l'intelligence artificielle qui avait été désignée par la Première ministre et qui a conduit au rapport remis au président de la République en mars 2024. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir proposé d'écrire, de contribuer à cette revue. Et donc nous vous allons vous proposer une brève présentation d'une quinzaine de minutes sur laquelle nous allons nous relayer avec Émilie Pauline. Donc je vais tenter avec le miracle de la technologie de passer comme ceci à un partage d'écran. Donc, je vais juste vous demander si vous voyez correctement la présentation. Oui, très bien. Super, merci beaucoup. Donc, notre article porte sur la manière dont le système éducatif français se saisit du sujet de l'intelligence artificielle générative. Alors, vous avez peut-être entendu dans les activités et dans les actualités fraîches qu'il y a un cadre d'usage qui va être mis en place et qui a été annoncé par la ministre de l'Éducation nationale. Il y a aussi un certain nombre de cadres d'usage qui ont été élaborés par les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien les universités que les écoles d'ingénieurs ou même au niveau des business schools. C'est-à-dire que le sujet de l'intelligence artificielle générative est un sujet, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, arrivé assez brutalement, hein, finalement, dans l'actualité, dans nos métiers, dans les branches professionnelles, et donc par adaptation et aussi par nécessité d'usage au sein de nos établissements. Donc, au sein de l'inspection générale, Émilie Pauline et moi-même faisons partie d'un pôle qui a été mis en place et qui s'appelle Données, Intelligence artificielle et numérique, qui succède à un ancien pôle qui avait euh, comment dire, prérogative l'analyse de tout ce qui est numérique éducatif. Et comme le sujet de l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, nous avons souhaité, au sein de l'inspection générale, élargir ses compétences, le sujet des données, qui est un sujet très important dans le système éducatif, mais au même titre que dans beaucoup de ministères, et le sujet de l'intelligence artificielle, du fait de son développement, et en particulier celui de l'intelligence artificielle générative. Voilà. Donc, l'IA, c'est un constat hein, que nous avons porté. L'IA générative, on va se concentrer sur l'IA générative, hein, plus que sur l'intelligence artificielle. L'IA générative a une place croissante, mais aussi une place hétérogène dans le système. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a une adhésion très importante de la part des jeunes, à savoir un usage extrêmement massif. Un certain nombre d'enquêtes l'ont révélé. On a probablement un usage proche de 100% aujourd'hui de la part des jeunes adolescents. Usage qui ne veut pas forcément dire maîtrise, hein. Nous partageons ces deux sujets. Mais le fait est qu'ils utilisent très massivement les outils à intelligence artificielle générative dans la mesure où ceux-ci sont très faciles d'usage et très pratiques d'usage au bout de leurs doigts, en particulier désormais sur l'ensemble des téléphones portables. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un usage très massif de l'intelligence artificielle par les jeunes, en revanche, il est plus mesuré chez les adultes et donc chez les enseignants qui pensent peu le maîtriser. Donc, il y a un certain nombre de missions qui ont été mises en place
Il se trouve que Émilie Pauline et moi-même sommes dans 2 missions indépendantes portant sur l'analyse des conséquences de l'intelligence artificielle. Personnellement, je suis sur une mission qui portait sur ses conséquences dans l'enseignement scolaire. Émilie Pauline sur l'enseignement supérieur. Le rapport sur l'enseignement scolaire a été remis à la ministre la semaine dernière. Émilie Pauline reviendra probablement sur celui sur l'enseignement supérieur. Le fait est qu'on a un différentiel important, hein, puisque je vous disais qu'on a sensiblement 100% d'usage régulier d'intelligence artificielle par les jeunes. On est plus autour de 50% par les enseignants, par la communauté enseignante, ce qui crée quand même un gap d'usage, un gap culturel, un gap générationnel qui nous concerne parce que ça veut donc dire qu'il y a euh, potentiellement une incompréhension qui peut naître de ces différentes maîtrise et de ces différentes régularités d'usage, et donc pour laquelle il faudra trouver un certain nombre de solutions. Alors, quelles sont les réponses apportées par l'État dans ce domaine depuis comment dire, les années 2018, un certain nombre de projets ont été, un certain nombre de projets et de financements ont été mis en place par l'État et en particulier par le Secrétariat général pour l'investissement. France 2030, PIA, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été mis en place, en particulier les territoires numériques éducatifs, en particulier ce qu'on appelle les P2IA, qui ont été pilotés par la Direction du numérique pour l'éducation, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été mises en place. Et notre constat est que si cette phase expérimentale a bien eu lieu, désormais, il paraît absolument fondamental qu'on passe d'une phase expérimentale à une phase de déploiement plus massif, de telle manière qu'on puisse véritablement apporter une éducation à l'IA pour tous, parce qu'il y a un véritable risque dans ces phases expérimentales et dans ces phases de financement par projet qu'il y ait une véritable inégalité de traitement. Donc ça, c'est vraiment un des éléments fondamentaux sur lequel nous avons concentré une partie de l'article que nous vous avons proposé, avec un certain nombre d'espoirs hein, qui naissent de cette IA, et en particulier celui de la capacité de l'IA à proposer une éducation plus personnalisée, plus individualisée, peut-être aussi de contribuer à une attractivité du métier d'enseignant par cet accompagnement par l'intelligence artificielle, d'en faire un outil qui permet de décloisonner la classe, d'avoir une attention plus particulière sur des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc voilà, toutes ces possibilités permettront, nous l'espérons, d'apporter un certain nombre de réponses à un certain nombre de problématiques de notre système éducatif. Enfin, et pour finir ma partie, euh, comment dire, la priorité absolue va être de mettre comment dire, en place un véritable programme de formation à destination des enseignants, les enseignants en activité. Et là, il y a un véritable sujet, puisqu'il y a une quantité très importante d'enseignants qui sont en exercice, qui ont une formation, la formation continue des enseignants est un sujet complexe, on va dire. Et donc ici, il s'agit de mettre en place un véritable plan systématique de formation tout au long de la vie pour avoir une pleine maîtrise de l'IA générative. Et un double sujet aussi qui porte sur la mise en place de formation des nouveaux enseignants, des prochains enseignants dans le corps professoral, sachant que le sujet est la maîtrise de l'intelligence artificielle est un sujet technique, technologique, mais qui ne doit pas se limiter à une frange disciplinaire. C'est-à-dire que maîtriser l'IA ne doit pas être le propre de professeur de sciences ou de professeur de technologie. Il faut bien que cette discipline, cette compétence soit maîtrisée par l'ensemble des enseignants. Je passe la main à ma très chère collègue Émilie Pauline. Avec le son, c'est mieux. Voilà, c'est parfait.
Donc merci Erwan et je te laisse faire défiler les diaporamas, les diapos. Donc une fois qu'Erwan a posé le cadre et les enjeux, en fait l'éducation nationale est confrontée à un défi qui est énorme. C'est comment on s'assure que l'IA devient accessible à tous les élèves. Et si on prend élèves et étudiants, on est autour de 15 millions de jeunes, donc c'est énorme, et à peu près 1 million d'enseignants. Et l'enjeu, c'est vraiment que pour que l'IA fonctionne, il faut que ça soit accessible à tous, ce qui permettra une appropriation des outils et une bonne utilisation, sachant que Erwan a déjà parlé de l'enjeu de formation. Donc il y a quelques conditions qui sont en partie connues, mais qui sont nécessaires de rappeler pour permettre en fait de rendre accessible l'IA à tous dans l'éducation. Donc le premier, Erwan en a parlé, et c'est vrai que voilà, on attend très prochainement la publication d'un cadre d'usage au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On observe des choses assez similaires au niveau des établissements d'enseignement supérieur, mais comme les établissements sont autonomes, ça se fait au niveau des établissements et non pas au niveau du ministère. Et l'idée, c'est vraiment une nécessité en fait. Quand on regarde les comportements d'adoption de l'IA, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de ce cadre par peur de mal faire. Et donc, ça freine la dynamique d'expérimentation qui a été mise en place, est freinée par justement cette absence de cadre, que ce soit dans l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre et dans les chartes qu'on a qui sont disponibles? L'enjeu, c'est vraiment de donner un cadre qui va protéger les enseignants et les apprenants, qui va définir les niveaux d'acculturation qui sont nécessaires et qui va aussi leur permettre d'identifier les limites de l'outil, parce qu'on ne l'a pas dit, mais je pense que vous le savez, l'IA est un outil fantastique, mais qui présente un certain nombre de limites. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis, qui va définir un certain nombre de pratiques éthiques et respectueuses. Après, on a des formes très différentes. Dans l'enseignement supérieur, certaines chartes vont jusqu'à faire en sorte, notamment au Canada, où les étudiants signent un accord, une sorte de charte pour chaque cours avec les enseignants, et les enseignants définissent dans quelle mesure l'IA est autorisée ou s'il est interdit. Et donc, c'est spécifique à chaque cours et c'est très clair de ce que l'étudiant a le droit de faire, de ce qu'il n'a pas le droit de faire. De la même façon, l'enseignant dit ce qu'il fait avec l'IA. Et ça commence à se mettre en place. Il y a des choses beaucoup plus simples, où voilà, un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur ont mis des chartes, mais ils ne vont pas jusqu'à ce niveau d'engagement des étudiants sur chaque cours. Mais ça permet en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de rassurer, de donner un cadre et d'avoir envie d'essayer et d'y aller. Et il y a un enjeu qui est quand même important, comme ce sont les mêmes questions dans l'enseignement supérieur. Au niveau national, l'éducation nationale, les questions est résolue, mais au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un enjeu à converger vers un modèle de charte pour pas que chaque établissement développe son propre modèle. Ça n'a pas vraiment de sens. Et il y a déjà des démarches dans ce sens-là. Il y a déjà quelques établissements qui ont proposé un modèle de charte commun, puisque on peut dire qu'à 80 ou 90%, les problématiques sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est c'est un peu l'urgence et c'est en train de se faire. Voilà, ce cadre, il est en train de se mettre en place. Voilà. Après, le deuxième sujet, et là, il est massif dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation nationale, c'est de s'assurer que tout le monde soit formé. Donc, à la fois les enseignants, Erwan en a parlé, mais aussi les étudiants, enfin les élèves et les étudiants. On observe que s'il n'y a pas cette formation, on aura, pour vous donner un exemple, on a fait dans la mission dont a parlé Erwan, on a fait un questionnaire et les étudiants se déclarent en grande partie connaisseurs de l'IA.
Et pour autant, c'est plutôt un ressenti et non pas une réalité. Parce que quand on leur pose d'autres questions, on voit bien que derrière, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et d'ailleurs, ils sont demandeurs d'avoir plus d'infos sur ces sujets-là. Donc vraiment, la formation. Et ce qui n'était pas dans l'article, mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment on va pouvoir former 15 millions d'étudiants, d'élèves. L'enjeu, ça va être la mutualisation. Il va falloir mutualiser un certain nombre de ressources pour pouvoir former tout le monde. Parce que, d'une part, sur la sensibilisation des profs, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et comme en plus, c'est quand même des connaissances qui évoluent, il y a vraiment un enjeu à rationaliser les ressources qui peuvent être produites. Donc, on a un cadre qui permet l'utilisation, des enseignants et des apprenants qui doivent être formés, mais quelque chose qui est aussi important, et je pense qu'à Bercy, vous êtes particulièrement concerné par ça, c'est d'avoir des infrastructures qui permettent d'utiliser les modèles, hein. Il faut avoir les capacités techniques à utiliser l'IA. Si on est formé, qu'on a un cadre, mais qu'on n'a pas les capacités techniques, ça va évidemment poser problème, hein. Et dans l'éducation nationale, des fois, ça va déjà juste à s'assurer qu'il y a des connexions Internet haut débit dans les établissements, hein. Voilà, il y a une hétérogénéité des ressources dans les établissements qui fait que là, il y a un enjeu énorme sur les capacités techniques. Il y a aussi un sujet sur le choix des modèles qui va être utilisé, hein. Dans l'article, on avait volontairement, faute de place, hein, si je peux me permettre, pas aborder la question de la souveraineté, mais là aussi, c'est ce sujet sur lequel vous êtes sensible. Quel modèle on met en place? Quelles données on peut mettre en place? Est-ce qu'il faut des modèles et des infrastructures souveraines? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut résoudre rapidement, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de modèle souverain et des infrastructures qui sont pas non plus toutes souveraines. Donc ça, c'est vraiment des enjeux. Si on fait tout ce qu'il y a avant, mais qu'en plus, on n'a pas les infrastructures, parce que ce qu'on n'a pas dit, mais et c'est en lien avec mon dernier point, c'est que l'IA générative a un coût énergétique très important, hein. C'est assez difficile de l'évaluer, il faut le dire, mais voilà, un certain nombre d'études montrent que c'est d'une relation de 1 à 10 avec une simple recherche sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Donc là aussi, il y a un enjeu autant sur la formation que sur les infrastructures à avoir une logique au moins durable, si ce n'est frugale, au moins durable de l'utilisation de l'IA. Et on voit bien aujourd'hui que ça, il y a des enjeux énormes. Quand vous avez des millions de personnes qui génèrent des photos, des images, parce que OpenAI a mis en accès libre le modèle qui permet de le faire, on voit bien que là, on est sur une logique de découverte, mais en termes d'utilité et de coût environnement, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Je ne serai pas plus longue, juste pour conclure. Ah oui, non, il y a un autre point qui me paraît important à vous signaler aussi, c'est comme dans toute nouvelle technologie, les enjeux d'irréversibilité. Voilà, quelles que soient les décisions qui seront prises, et c'est au niveau du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, mais également au niveau étatique, hein, de s'assurer qu'on ne s'enferme pas dans des usages qui nous empêchent, enfin dans l'usage de technologies qui nous empêcheraient en fait de suivre l'évolution qu'il va forcément avoir, parce que voilà, on sait bien qu'aujourd'hui on parle des modèles de langage, mais l'IA évolue et notamment du fait des coûts environnementaux, il pourrait y avoir d'autres modèles qui soient soit plus performants, soit moins énergivores. Donc voilà, les risques d'irréversibilité technologique sont importants. Pour conclure par rapport à ce qu'on a fait, il faut reconnaître que voilà, le système éducatif s'est mobilisé assez rapidement par rapport à, voilà, si on fait des comparaisons à d'autres périodes.
Et c'est une très bonne chose. Il reste encore beaucoup à faire. Ce qui est aussi quand même rassurant, c'est qu'il reste beaucoup à faire, mais les autres pays, les principaux pays partenaires de la France ont exactement les mêmes préoccupations. Et il n'y a pas un pays, bon alors éventuellement peut-être la Corée qu'on pourrait citer, mais les autres, ils sont vraiment au même stade de questionnement, au même stade euh, de, 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 comment dire, d'usage de l'IA dans les établissements. Donc, à part quelques cas exceptionnels, mais globalement, au niveau étatique, on est sur les mêmes problématiques. Donc, c'est à la fois rassurant, mais il y a quand même une urgence. Parce que ce qu'on n'a pas dit, mais c'est quand même pourquoi il faut former, pourquoi c'est si important dans l'éducation nationale, c'est que c'est la garantie de l'adoption et d'une adoption raisonnée, durable, réfléchie. Et donc, c'est ensuite une propagation, une utilisation dans les entreprises et dans la société en général. Donc, je m'arrêterai là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Votre exposé est passionnant et en plus, il soulève beaucoup d'autres questions qu'on va poser, je pense, après les exposés liminaires. Et je vais donc passer tout de suite la parole à François Marion pour qu'il nous éclaire sur les aspects industriels avec l'exemple de Valeo. Merci beaucoup Grégoire et je voulais remercier également Serge et toute l'équipe pour cette opportunité d'être intervenu et d'avoir écrit cet article voilà, qui permet de poser en une seule fois ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, mais aussi ça donne un numéro qui est passionnant à lire, donc merci beaucoup. Donc Valeo, nous sommes donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, une entreprise qui fournit des technologies pour l'automobile. Et on s'intéresse à deux grands domaines de l'énorme transformation que connaît aujourd'hui l'automobile. Le premier, c'est l'électrification, et le deuxième, c'est l'assistance à la conduite qui amènera un jour jusqu'au véhicule autonome. Et donc assez naturellement, on est arrivé à l'intelligence artificielle par nos produits. C'est-à-dire que je citais notre présence dans le domaine de l'assistance à la conduite, c'est-à-dire faire en sorte que la voiture comprenne son environnement et agisse et puisse assister le conducteur, voire carrément prendre sa place lorsqu'il s'agit de faire un freinage d'urgence. Et donc pour ça, ça demande de comprendre l'environnement. On a démarré avec des modèles déterministes et assez rapidement, on se heurte à la complexité du monde et de l'environnement et qui nous a incité assez naturellement à passer à des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors qu'on a introduit progressivement, c'est difficile de donner une date exacte, mais c'est autour d'il y a 15 ans qu'on a commencé à introduire ces algorithmes d'intelligence artificielle dans nos calculateurs pour faire accomplir à la voiture un certain nombre de tâches, donc en démarrant pour nous par les systèmes de parking automatique il y a une grosse quinzaine d'années. Et puis progressivement, voilà, comme je parlais de la complexité aujourd'hui, il faut savoir que ne serait-ce que la réglementation, c'est-à-dire que la réglementation en Europe, aux États-Unis, très bientôt en Chine, impose que les véhicules aujourd'hui soient équipés de systèmes d'assistance à la conduite très poussés, qui soient capables de réagir, donc faire des freinages d'urgence pour éviter de heurter des obstacles pour protéger le conducteur, éviter de heurter ce qu'on appelle des personnes vulnérables sur la route, donc typiquement des cyclistes et des piétons, mais aussi comprendre l'état d'attention du conducteur à l'intérieur du véhicule, donc savoir s'il regarde son téléphone, s'il dort, etc. Donc tout ça sont des dispositifs qui sont obligatoires aujourd'hui à l'intérieur d'une voiture. Il n'y a pas une voiture qui est vendue sans ces dispositifs-là. Et donc nous, Valeo, on est le leader mondial sur ce type de dispositif. Donc progressivement, on introduit ces logiciels d'intelligence artificielle, ces algorithmes de plus en plus compliqués. Et ça nous a amené, je crois que c'est en 2017, à ouvrir un centre, un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris dédié pour l'automobile, qu'on a appelé Valeo.ai, où il y a des chercheurs qui échangent avec le monde académique et qui sur le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la conduite autonome, à ce que peut faire un véhicule. Et donc un exemple, par exemple, c'est qu'on avait présenté au CES il y a 2 ans, c'est comprendre et anticiper les mouvements des piétons. Donc évidemment pour un conducteur humain, c'est totalement naturel. On voit quelqu'un sur le bord de la route, on sait s'il va traverser ou s'il va pas traverser, parce qu'on a une compréhension intuitive de son comportement. Et bien voilà, avec l'intelligence artificielle,
on permet au véhicule d'avoir une compréhension intuitive de ce comportement. On peut aussi analyser les gestes d'un agent de la circulation, etc. Et donc, il faut comprendre que c'est un agent de la circulation, il faut comprendre ce qu'il veut qu'on fasse, etc. Et donc tout ça, c'est des problématiques qui seront nécessaires pour l'avènement du véhicule autonome. Donc je dirais que c'est comme ça qu'on est rentré dans l'intelligence artificielle, donc à travers nos produits. Et les technologies qu'on fournit aux constructeurs de voitures qui ensuite sont conduites par nous-mêmes. Là où donc il y a eu une deuxième phase qui s'est ouverte pour nous, peut-être aussi une description de Valeo. Donc on est évidemment une société qui développe des technologies, mais aussi qui les industrialise. Donc on fabrique des cartes électroniques, on fabrique des optiques, on fabrique des caméras et tous les capteurs qui permettent à la voiture de comprendre son environnement. Et on développe les softwares, les logiciels qui permettent d'exploiter cette information et de faire des choses à la voiture. Et donc on s'est dit, bon voilà, l'intelligence artificielle, il y a à peu près 2 ans, il est temps de maintenant la faire sortir de nos produits et l'appliquer à nos processus, à nos fonctionnements en interne chez Valeo. Et pour démarrer un petit peu l'initiative, on a commencé par lancer un hackathon au niveau de l'entreprise. Donc pour ça, on s'est fait aider de Google Cloud, qui est notre principal partenaire pour les sujets d'intelligence artificielle, et puis d'Artefact, la société donc qui fait beaucoup d'IA, une société française. Ce hackathon, il a eu un très gros succès. On a récupéré 600 idées. Donc il était dans le monde entier. Hein, donc on a récupéré 600 idées. On a sélectionné les meilleures idées parmi ces 600. Ça a donné 16 équipes qui sont venues à Paris, donc du monde entier, pour transformer ces idées. Donc pendant un week-end, c'était un hackathon. Donc pendant un week-end, elles ont travaillé pour transformer ces idées en démonstrateurs avec des équipes d'Artefact et de Google. Et voilà, et on a choisi, on a sélectionné les vainqueurs, et puis on a directement en fait implémenté les idées des vainqueurs. C'était des idées directement implémentables. J'y reviendrai assez rapidement. Et au global, on a déterminé comme ça sur les 600 idées, parce que certaines se retrouvaient évidemment, se regrouper. On a à peu près 250 cas d'usage. Et ce qu'on est en train de faire, c'est implémenter ces 250 cas d'usage à l'intérieur de Valeo. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir parmi toutes ces idées par quoi on commence. Donc Valeo, on est une boîte de technologie, on a 22 000 ingénieurs R&D, dont 9 000 dans le logiciel. Et ce qu'on appelle les systèmes, donc ceux qui analysent les logiciels. Et donc, on fait 12% de notre chiffre d'affaires qui est consacré à la recherche et au développement. Donc, assez logiquement, Christophe Péria, le directeur général de Valeo, a décidé qu'on allait mettre la priorité sur l'IA appliquée à la recherche et développement, donc au mécanisme à la production de recherche et développement, donc aux ingénieurs R&D. Et là, donc on transforme ce travail de R&D, alors on peut dire de la cave au grenier, hein, donc de l'ensemble des dispositifs R&D. J'ai cité qu'il y avait 9000 ingénieurs logiciels, donc parmi ceux-là, ceux qui font vraiment du code. Il y en a plusieurs milliers, sont tous équipés d'une licence qui permet d'assistance au codage, de codage automatique. Et donc, ils promptent au lieu de coder. Il y a d'autres types de transformations au sein de la R&D qui consistent à analyser les spécifications pour que ce soit plus rapidement disponible et plus compréhensible. On peut générer automatiquement des rapports de test, hein, parce que ça sert à rien de passer du temps à écrire un rapport de laboratoire, autant que ce soit l'intelligence artificielle qui le fasse. On peut faire du design automatique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'assimilation, bien sûr. Il y a beaucoup d'activités de la recherche et développement qu'on peut transformer par la R&D. Et donc, comme c'est une source très importante
d'efforts pour Valeo. C'est aussi potentiellement une source de productivité. Hein. C'était le premier mot que Grégoire a prononcé. Et ça, c'est de quel ordre de grandeur? Le pourcentage de productivité? Eh bien, on ne sait pas encore. C'est ça la beauté du système, c'est qu'on a tout déployé. Donc on est en cours de déploiement, mais on ne se hasarde pas à donner un chiffre parce que bien malin qui peut le deviner. Et d'ailleurs, on n'a pas mis en place de système qui consiste, comme on peut avoir par ailleurs par tous les autres. On n'a pas un business plan sur chacun de nos POC. On regarde combien les proof of concept, on regarde à peu près combien ils coûtent, et s'ils coûtent pas très cher, on le développe, on l'implémente et on voit ce que ça donne. Donc pour l'instant, on n'a pas de chiffre. On sait que c'est très significatif. Donc on sait que ça compte en dizaines de pourcents, mais on ne sait pas combien. Voilà. Et donc des exemples dans la R&D qui sont la priorité. Mais bien sûr, on est une société qui est une société donc industrielle. Hein, je suis l'industriel de la bande. Et en fait, donc on a évidemment déployé aussi à l'intérieur de nos usines l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a 40% de nos sites qui ont d'une manière ou d'une autre un dispositif d'intelligence artificielle intégré. Donc les exemples très naturels d'utilisation de l'intelligence artificielle en industrie, c'est l'analyse les tests en fin de ligne. Hein, regarder, une analyse visuelle des tests en fin de ligne à la place de ce que pourrait faire un humain. C'est aussi des systèmes d'économie d'énergie. Donc on a un de nos employés qui a développé, je dirais presque tout seul, un petit dispositif, une valise que je décris dans l'article, qui permet de se brancher sur un petit secteur d'une usine et avec un système d'intelligence artificielle de comprendre où sont les dépenses d'énergie qui sont faites par ce sous-secteur de l'usine et grâce à cette valise d'identifier un certain nombre de politiques qui permettraient drastiquement de réduire la consommation énergique de ce secteur. Et puis si on applique ça, on a eu jusqu'à 20% d'économie pour certains sous-secteurs. Donc voilà, on pourrait imaginer qu'on applique ça dans toute l'usine et on est en train de déployer, voire de commercialiser cette petite valise. Ça, c'est un exemple on va dire, dans l'atelier. Il y a bien sûr aussi d'autres exemples potentiels au niveau des charges administratives pour une entreprise, évidemment. Donc de l'IA qui peut être déployée en finance, qui peut être déployée dans un certain nombre de domaines. Ce qui est en fait tous les exemples qu'on a jusque-là, vraiment la très très grande majorité, sont des exemples qui consistent à transformer des hommes en fait, c'est-à-dire à fabriquer des ingénieurs augmentés. Donc ça va être un ingénieur R&D qui va être capable de développer, de dessiner des meilleures pièces, de dessiner plus vite des pièces. On n'est pas dans de l'automatisation pure, on est dans de l'assistance. Donc c'est des ingénieurs augmentés. Pour autant, ça pose d'énormes enjeux de transformation des organisations qu'on commence à peine à ressentir. Donc des enjeux évidemment, et ça rejoint évidemment ce que disait Émilie Pauline sur la formation. Hein. De même qu'il faut former les enseignants, évidemment, il faut former nos ingénieurs à l'usage de ces dispositifs. Ça change leur métier. Ils vont se retrouver à faire des choses qu'ils ne faisaient pas nécessairement parce qu'il peut y avoir différentes... par exemple, un ingénieur c'était pas les mêmes ingénieurs qui dessinaient les pièces, qui simulaient leur impact et qui déterminaient que la pièce était conforme aux spécifications. Bien, ça va être beaucoup plus les mêmes personnes qui vont faire ça. Sur des plus petits sous-ensembles. Donc ça pose des enjeux de formation, ça pose des enjeux d'organisation pour nous et qu'on commence à capter. Mais c'est le début de l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer sans transition, comme vous dit à la télé, à Hélène Brisset pour nous parler cette fois-ci des mobilités en Île-de-France. Alors l'Île-de-France, c'est un des endroits où on fait le plus de kilomètres possible par les moyens de transport public et donc c'est un très gros enjeu aussi. Racontez-nous. Voilà, merci beaucoup, merci Grégoire et merci aussi à Arnaud Mazier qui est à l'origine de cet article.
Alors l'Île-de-France, c'est le deuxième plus grand réseau de transport au monde, donc après le Japon. Donc effectivement, les transports ont un impact considérable sur la vie de nos concitoyens. Et je pense qu'on peut-être un certain nombre d'entre nous avons utilisé les transports pour venir ici, allons les utiliser juste après. En tout cas, il y a un impact extrêmement fort. Il y a eu un accélérateur particulier aussi pour l'usage de l'IA, puisque l'année dernière, l'été dernier, on a accueilli la planète en Île-de-France et à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques. Et ça a été un accélérateur de la transformation de beaucoup de sujets. Alors on a rallongé quelques lignes, notamment la ligne 14. On n'a pas pu étendre les quais de métro et les quais de RER pour l'occasion, parce que ça aurait été des travaux pharaoniques. Pour autant, on a, par le numérique, essayé d'accueillir le mieux possible l'ensemble des 12 millions de personnes qui sont venues à Paris pour les Jeux. Et on a commencé officiellement à utiliser l'IA à ce moment-là, même si c'était la partie émergée d'un iceberg que je vais décrire juste après, en voyant comment, avec des traductions automatiques en intelligence artificielle, on pouvait très simplement, et avec très peu d'investissement technologique, accompagner les voyageurs sur leur parcours, sur l'application Transport public Paris 2024 qui a été déployée pour les Jeux, mais également sur le site Île-de-France Mobilité. Et là apparaît en filigrane comment on fait de l'intelligence artificielle utile, puisque c'est vraiment le mantra, on est un organisme de service public. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA parce qu'elle amène quelque chose pour les voyageurs, pour les opérateurs de transport, parce qu'elle est directement utile. Et bien sûr, on mesure, et ça fait écho à ce que disait François juste avant, on mesure toujours l'impact de ce qui est fait. Donc, est-ce qu'elle est utile et est-ce qu'on a besoin de redévelopper des choses? Typiquement, faire de la traduction automatique en IA, il y a des choses magnifiques qui existent et qu'on a simplement redéployées. On a juste expliqué à l'IA que rafraîchir la page quand c'est en langue allemande, c'est pas pour commander une bière, c'est bien pour rafraîchir un itinéraire. Mais c'est la valeur ajoutée de l'entraînement qu'on a fait. On a aussi, donc, deuxième réseau de transport le plus étendu au monde, donc extrêmement complexe. Et l'IA sert à masquer la complexité de l'existant, puisque en Île-de-France, il y a 106 numéros d'appel téléphoniques pour traiter tel ou tel sujet. Donc on pourrait faire une grande plateforme qui traite tout cela, mais ça baisserait sans doute en qualité. On pourrait aussi dire taper 1, taper 2, taper 3, taper 106. Je pense que c'est pas très soutenable en termes de parcours usagé. Donc on utilise l'intelligence artificielle, je m'arrête surtout sur la générative, parce que c'est surtout celle-ci qui est en forte expansion. Donc on utilise de l'IA générative pour comprendre la demande du voyageur où qu'il se trouve, y compris en environnement très bruyant, puisqu'on peut être dans la rue, dans le métro, n'importe où, pour comprendre la demande, la qualifier et la transmettre aux services clients compétents en mesure de traiter la demande. Donc c'est une vraie simplification avec un numéro unifié qui est maintenant généralisé en Île-de-France et sur lequel bientôt il va y avoir des communications massives, mais qui est présent déjà sur l'ensemble des réseaux. Voilà, donc une simplification par l'IA. Également, ça a été présenté à Vivatech l'année dernière et c'est en train de se déployer de manière très opérationnelle, avoir de l'intelligence artificielle, pas uniquement conversationnelle, mais interactive, ce qu'on appelle l'IA agentique, qui va être déployée sur l'application pour, là aussi, comprendre la demande. Par exemple, je veux me déplacer pour aller à Bercy. Elle va pouvoir lancer un calcul d'itinéraire, elle va pouvoir commander un titre à l'annonce, préparer la commande d'un titre en appui de l'utilisateur. Et là aussi, ce qu'on mesure, c'est qu'est-ce que l'IA apporte. Est-ce qu'elle est effectivement utile? Est-ce que c'est un gadget? Auquel cas, bon, c'est pas notre rôle de faire de la recherche. Pour autant, elle a une vocation de simplification. Et bientôt, on pourra dire à l'application Île-de-France Mobilité, donne-moi la météo de mon parcours, comment ça se présente aujourd'hui sur les transports avec la visibilité que tu as ce matin. Voilà. Donc, très interactive et tournée vers les usagers. Et ce qu'on fait systématiquement, c'est vérifier que ce qu'on fait a de l'impact. Je voudrais aussi revenir sur un des bilans des Jeux, parce qu'on parle beaucoup effectivement de l'impact de l'IA sur ce qu'on fait. Dans le cadre de la loi olympique, on a pu tester l'apport de la vidéoprotection avec de l'IA pendant les Jeux, et notamment sur 4 cas d'usage, que sont l'intrusion, le franchissement dans une zone, d'une part, la densité de transport et l'affluence, la détection d'objets délaissés et la détection des mouvements de foule. Le but étant d'assurer le niveau de sécurité maximal pour les voyageurs. Il ne s'agissait pas de détecter,
alors je vais employer quelques gros mots, il n'y avait pas du tout de reconnaissance faciale ou de fonction intrusive pour la vie privée, mais vraiment plutôt des éléments statistiques. Bon, sur les affluences et les mouvements de foule, peu importe que ce soit Madame Dupont ou Monsieur Durand, c'est vraiment la densité de personnes qui compte. Et on a pu voir pendant les Jeux l'intérêt, notamment sur les intrusions. On a pu voir qu'il se passait beaucoup de choses la nuit sur les réseaux, et notamment des gens qui avaient l'habitude de se promener sur les voies, ce qui peut être extrêmement dangereux pour leur vie et extrêmement dangereux aussi pour la sécurité d'autres personnes. Donc que l'IA avait un apport très opérationnel là-dessus, qui a pu être testé pendant les Jeux et jusqu'au 31 mars de cette année, qui s'est arrêté au 31 mars, parce qu'on n'a plus le cadre légal pour le faire. Pour autant, on se freine beaucoup, tous, sur des sujets d'usage de l'IA qui pourraient avoir une valeur ajoutée très forte pour la sûreté de fonctionnement des transports. On a aussi 4 heures, ça c'est les chiffres de 2022, je sais pas ceux de 2024, mais 4 heures d'indisponibilité par jour liées à des bagages abandonnés, ce qui fait que les forces de sûreté se déplacent sur des sujets où, dans la très grande majorité des cas, il n'y a rien dans le sac, juste on doit à ce moment-là interrompre le trafic. Quand vous dites 4 heures par jour, c'est local, mais cumulé sur l'ensemble du réseau RATP en 2022. Oui. C'est pas sur une ligne, même s'il y a quelques lignes qui sont malheureusement très, très régulièrement au palmarès. En tout cas, l'IA permettrait de fluidifier tout cela et d'avoir une IA progressive, adaptée et pour autant protectrice des libertés individuelles, puisque, encore une fois, il n'y a pas de reconnaissance faciale, c'est du traitement statistique. Et on s'interdit de faire beaucoup de choses qui, pour autant, sont présentes dans tous nos smartphones et qu'on accepte par ailleurs à titre individuel et en se freinant beaucoup, alors qu'on travaille tous, ou en tout cas une grande partie d'entre nous. En tout cas, il y a une vocation de service public dans beaucoup de choses de ce qu'on fait. Voilà. Donc une recherche de pragmatisme, de service pour nos usagers, et pour autant on avance sur des choses très en pointe comme l'IA agentique. Très bien, merci beaucoup. Alexia, je me tourne vers vous. Monsieur Menser a été retenu et donc il nous a envoyé une vidéo pour nous raconter son point de vue sur les usages juridiques de l'IA. Et donc nous allons l'écouter maintenant. Bonjour, je suis Yannick Menesser, magistrat, inspecteur de la justice et enseignant associé à l'Université de Strasbourg. J'ai également travaillé durant 10 ans au Conseil de l'Europe, notamment sur la question de la régulation de l'IA, et je suis l'auteur de 2 ouvrages sur le sujet. Je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement de m'avoir invité à contribuer à ce numéro de Réalité industrielle et à vous présenter mes excuses pour mon absence parmi vous ce jour. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir interagir avec vous autrement qu'avec cette vidéo. Néanmoins, j'ai souhaité pouvoir partager, même en asynchrone, une courte synthèse orale des principaux développements de mon article intitulé « Droit et intelligence artificielle, interaction et transformation », où j'aborde la question des relations plus complexes qu'on ne l'imagine entre cette technologie, le droit et la justice. J'ai écrit cet article après une série d'échanges avec Arnaud Mazier, que je souhaite saluer amicalement, pour tenter de répondre à 2 questions qui m'ont paru être celles que tout observateur, même et surtout profane, se poserait. Tout d'abord, comment le droit s'est-il construit pour chercher à réguler efficacement une technologie aussi mouvante que l'IA et à influer sur son développement et ses usages? Mireille Hildebrandt, chercheure néerlandaise spécialisée en droit et technologie, écrivait que c'était aussi facile que de clouer un pudding sur un mur. Et nous verrons que cela n'est en effet pas tout à fait trivial. Dans l'autre sens, la seconde question a été celle de savoir comment l'IA influençait à son tour le droit, sa pratique et même potentiellement sa construction. La démocratisation des usages de l'IA dans le domaine du droit nous vient autant des éditeurs juridiques et des startups spécialisées, les legal tech, que d'applications commerciales non spécialisées comme les assistants conversationnels de type ChatGPT, Perplexity et autres. Je soutiens que l'intégration technologique qui se joue est loin de n'être qu'instrumentale et n'est pas du tout neutre, notamment dans une perspective de préservation des équilibres de notre état de droit. Je débute donc mon analyse avec les récents développements juridiques majeurs, notamment l'adoption et le début de l'entrée en vigueur en 2024 d'un règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, ou RIA.
Ce texte instaure un cadre juridique contraignant visant à protéger les droits fondamentaux, la santé et la sécurité des citoyens européens avec l'accélération de la mise sur le marché d'innombrables systèmes d'IA. Contrairement au RGPD, qui est un texte protégeant l'un des droits fondamentaux qu'est la vie privée, l'approche adoptée ici par le législateur européen est celle classique d'une législation sur les produits. Il s'agit d'une approche par les risques, modulant l'intensité de la contrainte réglementaire en fonction des risques encourus. Pour le dire plus simplement, un système d'IA assistant un juge pour décider devra prouver sa conformité au RIA par une certification, alors que le système vous proposant des recommandations musicales ou vous challengeant dans un jeu vidéo échappera à toute nouvelle contrainte, même si le RGPD continue bien de s'appliquer. Je ne développerai pas plus ici, par souci de concision, le premier traité international sur l'IA qui a été adopté à Strasbourg au Conseil de l'Europe et les questions de responsabilité juridique. Dans l'article, je décris également les potentialités de l'IA pour transformer en profondeur le quotidien des professionnels du droit. Au-delà d'une aide matérielle, comme l'occultation automatique de données à caractère personnel dans les décisions en open data ou l'orientation des pourvois à la Cour de cassation, qui sont déjà une réalité, les ambitions des concepteurs concernent également le traitement intellectuel auparavant réservé aux humains et aux juristes. L'on retrouve ainsi des applications de recherche avancée, de synthèse, d'aide à la qualification juridique d'infraction ou pour les avocats, une aide à la détermination d'une stratégie judiciaire à l'aide de solutions de jurimétrie qui sont des solutions probabilistes, mathématiques et statistiques traitant massivement de la jurisprudence. Mais l'introduction de systèmes permettant de traiter plus rapidement des contentieux pourrait paradoxalement entraîner une accélération. L'on assiste déjà aujourd'hui à une augmentation notable de la taille des écritures des avocats dans les tribunaux. Cette productivité soudaine est bien à trouver dans l'emploi d'IA générative. Mais comment y répondre? Par une automatisation de leur synthèse et de la synthèse de l'ensemble des écritures dans les tribunaux? Puis l'automatisation de la rédaction d'une solution selon les mêmes moyens? Il y a bien donc une réflexion approfondie à avoir sur le type de justice que l'on veut. Il faudrait probablement mieux poursuivre l'effort de déjudiciarisation, c'est-à-dire de favoriser notamment les médiations et les conciliations, plutôt que de donner les moyens à un système judiciaire de continuer à s'emballer. Face à ces transformations, j'insiste également sur la nécessité absolue d'adapter les formations juridiques pour permettre aux professionnels du droit de maîtriser les enjeux numériques dès leur formation universitaire. C'est un enjeu crucial pour garantir la compétence et la confiance dans notre système judiciaire à l'ère numérique. Mais mon analyse ne s'arrête pas là. Je pose aussi une question essentielle. Assistons-nous à un glissement vers ce que j'appelle un état des algorithmes? Autrement dit, sommes-nous en train de transférer une part significative de pouvoir à ceux qui conçoivent ces algorithmes au détriment des principes démocratiques fondamentaux et de la gouvernance traditionnelle par le droit? J'appuie cette réflexion en déconstruisant un postulat, celui de la prétendue neutralité de ce qui ne serait que des outils et dont nous ne devrions que nous assurer d'un bon usage. L'IA n'est pas un marteau ou une scie. Cette technologie embarque des partis pris, comme celui de pouvoir réduire en fonction mathématique des environnements complexes, potentiellement résistants à toute modélisation. Les performances dans des environnements fermés, avec des données quantitatives, ne peuvent pas être facilement généralisées dans des environnements plus ouverts ou indéterminés. Et le droit n'a rien de mathématique, contrairement aux apparences. Il est composé d'une texture ouverte, caractérisée par d'innombrables ambiguïtés d'interprétation et des nuances contextuelles. Le raisonnement juridique autorise, dans un système juridique donné, des solutions contradictoires pour une même situation, un défi que les différents types contemporains d'IA, dont les IA génératives, peinent à relever. Il est donc essentiel que les professionnels du droit et les décideurs publics s'approprient ce que la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, nous révèle. Cet article ambitionne donc d'illustrer la difficulté à maintenir les délicats équilibres institutionnels dans le domaine de la justice dans un contexte sociétal complexe aux injonctions souvent contradictoires. L'IA a été saisie comme l'instrument de divers intérêts économiques, sécuritaires, militaires, et dont les potentialités structurent la société en l'en réduisant, parfois de trop, à une fonction mathématique. Or, la démocratie, c'est le débat sincère et éclairé.
C'est la contradiction respectueuse, c'est de la nuance et des compromis. Tout ce dont nous manquons cruellement aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellents débats et réflexions sur ces enjeux fondamentaux. Merci. Quand on lit Laurence Lessig expliquant que code is law, on voit qu'il y a encore des marges de manœuvre. Et à contrario, j'avais compris que les polytechniciens avaient comme vertu de pouvoir mettre en équation l'amour, les tempêtes et je ne sais plus quoi d'autre encore, le feu. Manifestement, il y a encore un peu de marge de manœuvre. Et je voudrais revenir sur les sujets de formation, puisque finalement, vous avez tous expliqué que c'était très important de former ceux qui s'en servaient et qu'il y avait un bouleversement récent qui appelait un effort considérable pour ça. Merci au passage à Serge Catoire qui s'occupe aussi de ces sujets-là lui-même. Sur le premier point, vous avez indiqué que les élèves étaient à 100% ou presque adeptes de l'usage de l'IA générative et seulement la moitié des enseignants. Alors, ça m'amène à d'autres questions. Par rapport aux disciplines, est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus facilement usagères et d'autres où c'est plus compliqué? On peut imaginer que, je ne sais pas, sur l'histoire, c'est plus compliqué que sur d'autres, que l'IA ne sait pas très bien faire des calculs mathématiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des divergences de diffusion géographique, des grandes villes versus des plus petites communes ou autre chose? Et enfin, parmi les questions qui nous ont été posées, il y a déjà un écart entre les établissements supérieurs publics et les établissements privés en termes de formation des enseignants, dit l'une des intervenantes, enfin l'une des assistantes à cette présentation. Et donc, que peut-on dire sur l'écart privé-public, s'il y en a un, en l'espèce? Je pense que sur les publics, on a un écart probablement plus important de l'enseignement supérieur que l'éducation nationale. Donc, probablement, Émilie puisse répondre à cette partie. Sur la problématique que vous évoquiez, par discipline. Il y a deux éléments à savoir. Excusez-moi, il y a un écho assez fort. Mais donc, il y a effectivement l'aspect disciplinaire et l'aspect territorial. Sur l'aspect disciplinaire, il est absolument indispensable que l'IA ne soit pas appropriée par un type de discipline. Et en particulier, ce n'est pas un sujet scientifique. Enfin, c'est un sujet scientifique au sens technologique. Mais l'IA générative, c'est de la production de mots, c'est de la production d'images. Ça veut dire que lorsque nous avons interrogé l'ensemble des doyens au sein de l'inspection générale, puisque au sein de l'inspection générale, il y a un collège de doyens disciplinaires, toutes les disciplines nous ont dit l'intérêt et l'importance portés sur l'IA et sur l'usage et les conséquences de l'IA dans leur discipline. Et vous évoquiez l'histoire, on pourrait parler de la philosophie, mais tout ce qui va être rédactionnel, amené à la production de textes, va être extraordinairement impacté. Je vais prendre un exemple simple, qui est le cycle terminal. Première terminale, beaucoup de contrôle continu, beaucoup d'évaluation dans le cadre de ce contrôle continu. Ce qui veut dire que des enfants, des apprenants qui seront évalués dans le cadre du cycle terminal avec les conséquences que l'on sait, que vous savez tous dans le cadre de Parcoursup, eh bien, on pourrait avoir des évaluations sur la base de production de texte qui seraient réalisées par des IA génératives, par des enfants qui ne sont pas forcément complètement en maîtrise de cette IA générative. C'est-à-dire, soit on a une production qualitative, mais qui ne reflète pas le niveau de l'apprenant, soit on a une production qui ne vaut rien parce qu'en fait, il n'y a pas eu de revue critique par celui qui l'a utilisé. Donc ça c'est un des premiers points, et puis la réponse en fait amènerait à une discussion très vaste, donc je préfère me concentrer sur cet aspect-là. Le deuxième qui est sur les territoires, à ce jour, on est sur une grande hétérogénéité, parce que comme je vous le disais, il y a eu Territoire numérique éducatif, qui a été un programme qui a amené à 12 académies à être financées pour développer le numérique éducatif. Il y a le programme P2IA qui a amené à financer des solutions EdTech, des produits EdTech pour les amener dans les écoles. Et tout ceci amène à des utilisations très hétérogènes de ces applications au sein des établissements. Et cette hétérogénéité, en fait, elle ne suit pas les frontières de territoires urbains ou territoires ruraux. Donc, en revanche, c'est un vrai problème pour nous,
qui est de savoir comment on arrive à homogénéiser, puisqu'on est quand même sur un service public de l'éducation, et de faire en sorte que, l'usage et la maîtrise générale de l'IA générative soit apportée à l'ensemble des enseignants, donc qu'ils soient formés et accompagnés et disposent des outils, et puis aussi au niveau des élèves pour qu'ils en aient la parfaite maîtrise, et ce, quel que soit le territoire concerné. Je laisse Émilie Pauline répondre sur la partie public-privé qui engage. Je vais juste compléter aussi Oui. sur l'adoption, enfin l'écart entre enseignants et étudiants. En réalité, dans le SUP, il est bien moindre. Et ce qu'on observe, c'est plutôt que voilà, les tendances. Alors, on n'est pas, dans les données qu'on a, nous, on n'est pas à 100% des étudiants qui l'utilisent. Dans le cadre de leurs études, hein, voilà. Mais en revanche, on a des comportements autour de, j'ai plus les chiffres en tête, mais très élevés pour les étudiants comme pour les enseignants. Enfin, la différence est marginale, elle est significative, mais c'est quelques points de pourcentage, c'est pas les écarts qu'on a pu observer, qu'on peut encore observer dans le SCO ou qu'on a pu observer il y a un an ou deux. Sur les différences publiques-privées, effectivement, il y a des différences entre public et privé, mais il y a aussi au sein du privé des grandes différences. Et il y a aussi des établissements qui ont fait de l'IA un peu une marque de fabrique, où certains vont communiquer beaucoup, mais en réalité derrière, il n'y a pas. Alors je dis pas qu'ils font rien, c'est pas du tout mon propos, mais entre la communication qu'il y a et ce qui est réellement fait, voilà, il y a souvent des écarts assez importants. Et ce qui m'amène aussi, parce qu'il y avait une question dans la conversation sur les différences entre les pays, évidemment, il y a certaines institutions qui sont très en avance, mais on a sollicité les postes diplomatiques, et ce qui ressort des retours des postes diplomatiques dans voilà, une petite vingtaine de pays, c'est le même type d'interrogation. À part, je vous dis, quelques pays plutôt asiatiques, hein, ça ne vous comprendra pas, qui ont mis l'IA au cœur de leur stratégie. Les autres, ils ont des comportements assez différents, mais ils ont les mêmes interrogations. Et il n'y a pas aucun pays, à part Singapour et probablement Taïwan parce qu'ils sont tout petits, mais il n'y a aucun pays où tous les établissements d'enseignement supérieur se sont saisis de l'IA et sont extrêmement en avance. En revanche, c'est des préoccupations qui sont partagées partout. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi un sujet concernant la fraude versus les usages légitimes de l'IA, et donc le dilemme dans lequel se trouvent les enseignants à pouvoir mesurer la traçabilité des travaux faits par l'IA, où à la fois il est souhaitable que les élèves et les étudiants sachent s'en servir et enrichissent leur réflexion, mais d'un autre côté, un simple plagiat n'a pas par contre d'intérêt et les empêche d'être créatifs ou de savoir réfléchir par eux-mêmes. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre, et dans quelle mesure est-ce que aussi des outils d'IA eux-mêmes permettent de voir un écart entre ce qui est simplement relève du plagiat et ce qui au contraire relève d'un usage intelligent pour enrichir sa propre réflexion? Je réponds à Erwan, peut-être. J'ai systématiquement pris la parole, donc je te laisse, Émilie Pauline, commencer. Donc je prends et je vais parler plutôt de l'enseignement supérieur, comme ça je laisserai sur le SCO la parole à Erwan. C'est un sujet de préoccupation majeur, la question de l'évaluation, et qui en fait, qui est derrière la question, c'est pas simplement l'évaluation, c'est pourquoi on apprend, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on attend, et derrière, c'est quelles sont les compétences attendues en termes de métier et quelle est la valeur du diplôme. C'est-à-dire que si on a la caricature qu'un de nos collègues a bien rappelé, c'est on a des productions, des sujets d'examen qui sont produits par des IA, réalisés par des IA parce que les étudiants utilisent les IA et corrigés par des IA. Bon, voilà, donc on arrive sur un système assez aberrant. Pour autant, donc le sujet est quand même devant nous, en particulier
dans l'enseignement supérieur et en particulier dans les universités où on a un objet d'évaluation qui est historique et très, voilà, qui est très structurant, qui est le mémoire de master. Comment on évalue un mémoire de master. Très clairement, il y a quelques établissements qui ont, en France, je ne sais pas ailleurs, en France, qui ont supprimé ce mémoire de master en disant ça ne sert à rien. Ils sont rédigés par des IA, donc ça n'a aucun intérêt. Mais la plupart des enseignants, là, à ce stade, se posent la question, et il y a un vrai enjeu collectivement de se demander qu'est-ce qu'on entend par là. Pour autant, il n'y a pas de dynamique Enfin, on est plutôt sur une absence de positionnement qu'une interdiction de l'IA dans les établissements, ou à part certains profs qui l'autorisent. Quand c'est autorisé, en général, c'est accompagné un peu ce que je disais tout à l'heure, d'une charte en disant il faut indiquer quand c'est utilisé. Mais ça serait, après je m'arrêterai là, mais ce que je veux dire, c'est juste, ça serait contre-productif de vouloir absolument évaluer l'utilisation de l'IA en permanence pour identifier la triche sur un outil qu'on considère qui sera dans toute la société et dont les étudiants et les futurs salariés utiliseront au quotidien. Donc, il y a un sujet de triche, il y a un sujet qui est passionnant, qui est de se dire finalement comment on revoit les évaluations, ça c'est devant nous. Et en plus, les logiciels qui existent aujourd'hui, en fait, évaluent assez mal l'utilisation de l'IA. Il y a énormément d'erreurs, ce qui pose des questions par rapport aux étudiants qui seraient sanctionnés. Je vais Merci. forcément aller complètement dans le sens d'Émilie Pauline. En fait, le sujet de la triche, qui est un sujet qui est évoqué dans certains séminaires sur l'intelligence artificielle en éducation, aujourd'hui, on a plutôt tendance à considérer qu'il ne faut pas employer le terme de triche. C'est un outil dont il va falloir considérer l'usage dans la production de textes, dans la production d'images, dans la production d'illustrations. Pour tout vous dire, la présentation que nous vous avons faite, nous l'avons faite avec une assistance IA générative. C'est-à-dire que c'est un usage qui va prendre une place croissante dans nos métiers, dans nos branches professionnelles. Et c'est cette analyse et ce dialogue qu'il va y avoir avec les branches professionnelles qui vont permettre à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur de déterminer quelles compétences. En usage de l'IA, on a besoin d'un ingénieur sortant, d'un administratif sortant. Donc, considérer aujourd'hui qu'un texte qui a été produit par une IAG est une triche est probablement une erreur. Alors, le seul problème, et ça c'est un vrai problème, c'est ce temps pendant lequel on va avoir besoin d'avoir cette réflexion et certaines évaluations qui sont réalisées. Je vous parlais tout à l'heure du cycle terminal, Émilie Pauline parlait des mémoires de master, on pourrait parler des travaux de thèse, toute production de texte en fait, et pour beaucoup faite en autonomie, en particulier dans l'enseignement supérieur, un peu moins dans l'éducation nationale, et qui mène à des évaluations plus ou moins officielles. Et là, on a un vrai sujet. Donc il nous faut du temps de réflexion, des missions de l'inspection générale, une discussion avec les sciences de l'éducation, une discussion avec, comme je le disais, les branches professionnelles, pour qu'à un moment donné, on puisse proposer une manière par laquelle on va considérer la connaissance et la compétence autant de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de pistes qui sont observées d'ores et déjà dans d'autres pays. Émilie Pauline parlait tout à l'heure de la Corée. Dans les pays nordiques, il y a des suivis de l'usage de l'intelligence artificielle dans la production d'un texte par les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, la production finale, c'est à la fois le texte, l'image, etc., et les différentes conversations qu'il y a pu y avoir avec l'intelligence artificielle générative, voir comment l'étudiant a utilisé cet outil, et il y a une évaluation de la pertinence avec laquelle l'étudiant a utilisé cette intelligence artificielle. Et c'est clairement ce que vont attendre
les directions des entreprises, des futurs cadres, des futurs ingénieurs, c'est qu'ils sachent utiliser cet outil intelligemment, respectueusement, qu'ils connaissent le cadre de la réglementation, etc., etc. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'ai encore 2 questions. Et puis, bien entendu, s'il y a d'autres questions parmi les assistants, ils sont bienvenus. Sur les impacts environnementaux, ils ont été évoqués par Émilie Pauline. C'est sûr que quand on pose la question à Google ou à OpenAI, on a une quantité de consommation énergétique qui est considérablement différente. Et donc, est-ce qu'il y a effectivement des règles de bonne pratique ou des, comment dirais-je, des recommandations de telle sorte que l'IA soit utilisée de manière la plus rationnelle possible, mais sans excès. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est sur la promotion des outils. Est-ce qu'on cherche à promouvoir du Made in France, je pense à Mistral ou à d'autres brillants en l'occurrence, ou du Made in Europe, ou bien simplement à prendre ce qu'on trouve aux États-Unis et en Chine parce que performant. C'est aussi un enjeu en termes y compris en termes de densification des bases de données francophones ou pas francophones, mais qui servent en tout état de cause pour l'enseignement. Alors, je commence, tu compléteras, Erwan. Sur la question de l'impact environnemental, c'est un vrai enjeu de la sensibilisation, hein, même pas de la formation, c'est vraiment dès le départ. Et d'avoir un peu c'est un peu ce que j'essayais de dire sur quand on s'amuse avec l'IA générative pour créer des photos et des images juste pour le plaisir. Je pense qu'il va falloir qu'on développe des réflexes se disant est-ce que j'en ai besoin, pourquoi je m'en sers, est-ce que c'est utile, que ce soit pour ma vie personnelle ou professionnelle. L'idée, c'est pas d'empêcher de s'en servir, mais il faut, et peut-être que ça viendra naturellement, hein, parce que là on est un peu dans la période de découverte, donc c'est normal qu'on teste, mais de s'interroger sur quand est-ce que j'ai besoin de recourir à une IA générative. Et quand est-ce que finalement les moteurs de recherche sur Internet suffisent, même si vous avez pu remarquer que les moteurs de recherche utilisent de plus en plus aussi l'IA générative. Donc finalement, ça va converger, les coûts vont être similaires. Donc à ce stade, ça c'est le premier point, de réfléchir à quand est-ce qu'on en a besoin. Le deuxième point aussi, ça va être de jouer sur les modèles. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin d'un énorme modèle style ChatGPT pour des requêtes qui sont plus simples. Donc ça aussi, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à avoir non pas un seul modèle, mais plusieurs modèles, et en fonction de nos besoins, d'adapter, d'utiliser le modèle le plus pertinent. Donc déjà, si on arrive là-dessus, individuellement, avec des formations évidemment, hein, ça se vend pas. Il y aura des possibilités de réduire l'impact, mais après, je pense que c'est plutôt un enjeu de recherche, c'est-à-dire que soit il faut développer des modèles qui sont moins consommateurs, soit aller sur des IA frugales, qui fait qu'on a plein de petits modèles qui répondent à des besoins très spécifiques, mais où du coup on n'a pas besoin de milliards et de milliards de paramètres. Donc ça, c'était... Et la deuxième question qui était sur... je l'ai perdu, je ne l'ai pas noté et je l'ai perdu. Et promotion des outils, quels outils est-ce qu'on utilise? Alors, ça c'est un sujet extrêmement important à différents niveaux, en fait, hein. Il y a le sujet... enfin, globalement, c'est toujours une question de souveraineté, mais il y a la souveraineté économique et puis il y a la souveraineté, on pourrait dire, culturelle, même si je ne suis pas sûre que ce terme existe réellement. Évidemment, on a tout intérêt à avoir des outils français ou européens. J'aurais tendance à dire le bon niveau, c'est l'Europe. Alors c'est mieux si c'est français, mais voilà, on est dans un cadre européen dont on défend les valeurs, donc on peut espérer que ça se pourra partager. Donc évidemment, c'est mieux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir derrière, c'est qu'est-ce qu'on entend par souverain. C'est pas facile de développer ce que c'est qu'un modèle souverain.
la définition de... Sur les infrastructures, on sait assez bien, parce que finalement, les infrastructures, parce que dans la souveraineté, il y a les infrastructures et les modèles, hein, il faut prendre les deux sujets. Les infrastructures, une infrastructure européenne souveraine, c'est une entreprise européenne sur le sol européen. Voilà, ça c'est facile. Et donc, vous regardez où les moteurs s'entraînent et vous savez si vous êtes sur des infrastructures européennes. Pour info, Mistral, qui est français, n'est pas 100% souverain, puisqu'elle a ils ont une partie de leur serveur aux États-Unis, comme beaucoup de modèles. Hein. C'est pas du tout. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et après, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre modèle en termes pour avoir justement une représentativité. Et puis, je crois que ça a été évoqué aussi, le côté de... les modèles ne sont pas neutres. Enfin là, je pense que c'est une évidence, on le sait très bien, et que si on ne connaît pas, si on ne maîtrise pas les données qui sont mises en entrée sur l'entraînement et les traitements qui en sont faits, là, il y a des vrais risques de manipulation. Et donc, évidemment, là, ça milite encore plus sur des sujets souverains, enfin sur des modèles souverains. Après, il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle européen et d'infrastructures 100% souveraines. Et donc, on a deux alternatives. Soit on attend d'en avoir un pour agir, soit on se dit, on fait tout pour en avoir, et peut-être qu'il n'en faut pas qu'un, j'en sais rien, enfin, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en attendant d'en avoir un, même si on fait tout pour en avoir un, on permet, parce que c'est le choix notamment du ministère de l'Éducation nationale, on permet d'utiliser les modèles américains qui ne sont pas souverains, qui posent des problèmes en termes de RGPD, qui posent énormément de questions en cas de crise géopolitique, etc., mais qui font que on n'attend pas d'avoir la solution parfaite pour avancer, ce qui permet d'avoir, une fois qu'on l'aura, d'être tout de suite, d'en profiter immédiatement. Voilà. Juste peut-être un autre point sur les infrastructures, mais vous le savez peut-être, sur les infrastructures qui ne sont pas souveraines d'un point de vue nationalité, si on peut dire, si elles sont sur le territoire européen, on a quand même une certaine souveraineté, puisque c'est quand même en partie, pas uniquement parce que les Américains ont un droit qui est quand même assez spécifique, mais le droit européen qui s'applique. Merci. Henri Serre. Oui, merci. J'ai été impressionné par le sous-jacent ou le non-dit de l'exposé d'Hélène Brisset sur tout ce qu'on pourrait faire en intelligence artificielle dans les transports et dont on est empêché par la réglementation. Est-ce qu'il y a des discussions avec les autorités réglementaires dans ce domaine? Enfin, j'avais un scénario, par exemple, du type l'intelligence artificielle identifie un probable bagage accompagné, personne n'est à côté, personne n'y a touché depuis 10 minutes. Est-ce que elle est capable d'identifier la personne, enfin pas de l'identifier au sens reconnaissance, mais de retrouver la dernière personne qui y a touché. Elle a vu dans quel train ou dans quelle ligne elle partait ensuite. Est-ce qu'on s'interdit par exemple de diffuser un message dans la rame où est cette personne en disant un bagage a été perdu à la station. Si quelqu'un se reconnaît, peut-il appeler en urgence? Enfin, un scénario de cette nature, est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est autorisé? Vraiment, le monsieur avec une veste bleue dans le wagon numéro 15. Et prier de récupérer sa valise. Voilà, merci beaucoup Henri pour cette question. On est un petit peu à la croisée des chemins. Il y a à la fois un bilan qui est prometteur, j'ose pas dire positif, mais en tout cas prometteur des Jeux Olympiques, où on voit qu'on détecte des intrusions, des passages sur les voies, et que notamment pour certains cas d'usage très simples, l'IA, c'est dire une personne est à droite ou à gauche du quai, faut neutraliser le passage des trains, parce que l'objectif des trains qui arrivent en gare, c'est quand même que les voyageurs puissent monter dedans, mais en tout cas, on peut entraîner l'IA à dire est-ce que la présence sur les voies est normale ou pas normale. Aujourd'hui, on n'a plus de cadre légal pour poursuivre ça, donc l'expérimentation s'est complètement arrêtée, même si elle était extrêmement encadrée avec des dispositifs validés par le ministère de l'Intérieur, un arrêté préfectoral systématique avant de pouvoir ne serait-ce qu'allumer un dispositif
qui était extrêmement contrôlé et directement surveillé. Donc on est totalement, c'est terminé aujourd'hui. On a essayé de le passer dans la nouvelle loi olympique, mais c'est arrêté alors qu'il y avait effectivement un intérêt opérationnel assez clair et une intégration, notamment dans le cadre des patrouilles de la SNCF, qui aurait pu dire je détecte un événement et des événements qui peuvent engager la sécurité des personnes dans certains cas. Ça, c'est du droit interne français ou c'est du droit français qui fait qu'il n'y a pas de cadre légal pour faire de la vidéoprotection augmentée aujourd'hui dans les transports. Et le sujet un peu paradoxal, c'est qu'il existe une expérimentation européenne, pardon, le nom m'échappe, je le retransmettrai ensuite, une expérimentation européenne, notamment sur les bagages abandonnés, qui permettent de dire on sait lier telle valise ou telle poussette avec la dame au pull vert ou le monsieur au manteau marron. Ça, l'expérimentation permet de le faire théoriquement. Elle n'existe plus en France, donc elle est en train d'être déployée à Barcelone, et ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Et on se retrouve à utiliser des IA parfois un peu basiques, parce que celle-ci était plus ou moins bien entraînée dans le cadre de la loi olympique, qui confondait les chaises et des humains. Donc si un humain ne bouge pas en salle d'attente, il a une tête de chaise pour une intelligence artificielle, mais on se prive d'un vrai potentiel. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, évidemment, mais d'accompagner ça pour dire dans certains cadres extrêmement canalisés, audités, testés, quitte à ce que la CNIL vienne autant que nécessaire, on se prive d'un potentiel complet en disant l'IA pas ici alors que c'est juste dommage. Vous avez mentionné qu'on était les deuxièmes mondiaux, on en est très fiers. Est-ce que ça sert à l'export ? Alors, pour la taille des réseaux, il y a beaucoup de partenariats avec tous les réseaux du monde. On a beaucoup travaillé avec le Québec et les Canadiens. On travaille avec Singapour, on travaille avec Los Angeles maintenant sur la partie Jeux Olympiques, même si le réseau de transport de Los Angeles est assez différent du réseau de transport francilien. Je suis pas sûr que pour les transports en commun, ce soit complètement exportable. C'est ce qui s'est passé lors de la cérémonie de clôture. Est-ce que c'est un sujet d'export ? Il y a un savoir-faire français très clairement. Là, on a beaucoup de partage au sein de l'Europe et même aussi des autres autorités organisatrices en France, puisqu'on est les seuls à être de cette taille-là. Beaucoup d'échanges avec Londres également, bien sûr. Peut-être repasser sur l'industrie. François Marion nous a parlé des impacts sur la R&D, sur la production, sur les ressources humaines avec les sujets de formation, sur la finance, sur les gains de temps de mise sur le marché pour le prototypage rapide. Est-ce que là, on peut en dire un peu plus combien de temps on gagne et comment est-ce qu'on mesure le time to market de nouveaux objets à usage automobile? Et puis d'autre part, sur le véhicule autonome, Waymo, par exemple, par rapport à vous, où est-ce que vous en êtes? Enfin, voilà. Question de taille des bases de données. Ok, deux questions vraiment très intéressantes. Alors sur le time to market, bon, évidemment, il y a des gains de temps de développement qui seront générés par l'IA, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a déjà, ne serait-ce qu'entre la Chine et le reste du monde, un très très gros écart de time to market, de mise sur le marché des produits, qui n'est pas lié à l'IA, qui est lié à la façon dont on développe le produit qui est une voiture. Et les équipements. Et nous, on voit nos équipes en Chine développer pour nos clients en Chine, les clients chinois en fait, des pièces beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, typiquement en 9-10 mois, là où en Europe, ça prend 2 à 3 ans. Donc il y a déjà ce travail-là à faire avant, je dirais, de déployer ce l'IA. Mais oui, l'IA a un potentiel. Alors pareil, c'est difficile à chiffrer aujourd'hui, mais on pense que le design de pièces ou la génération de code pourra se faire beaucoup plus rapidement, et également le test. Il y a un exemple que j'ai pas utilisé, mais qui est également décrit dans l'article, qui est l'idée que un véhicule autonome, il faut le tester dans plein de conditions. Et évidemment, ça gagne énormément de temps de ne pas avoir à emmener le véhicule dehors et à le tester quand il pleut, quand il neige, quand il y a du monde, quand il n'y a pas de monde, etc. Si en fait on utilise de l'intelligence artificielle générative pour créer des situations,
qu'on injecte dans l'intelligence artificielle de la voiture pour voir comment elle réagit. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ce sont les économies d'énergie de Bercy, mais je pense qu'on va tout de même... Merci Alexia. Sans intelligence artificielle. Voilà. Donc voilà, il y a un gros potentiel, typiquement celui-ci, dans la validation, pour aller beaucoup plus vite dans la validation des systèmes IA. Alors après, il y a la question de Waymo et des robotaxis. Alors nous, on est un partenaire de Waymo, en fait. On va fournir des technologies pour Waymo, comme pour d'ailleurs les autres acteurs de robotaxi. Donc on leur fournit un certain nombre de sous-ensembles de technologies, eux étant responsables de l'ensemble du système qu'est le robotaxi. Et ils sont très en avance. Aujourd'hui, Waymo a fait en cumulé déjà 10 millions de courses sans chauffeur. Donc ils sont très en avance. Oui, la version de Patrick Palata, c'est qu'effectivement là-dessus, il n'y a plus en Europe beaucoup d'équivalents possibles, sauf éventuellement des partenariats avec Mercedes, mais c'est même comme ça avec un retard significatif. J'avais une autre question qui est peut-être un peu ancienne, mais au fond, est-ce qu'il y a une harmonisation des pratiques logicielles lorsqu'elles se confrontent à des pratiques culturelles différentes? Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Une vieille dame conduit une voiture et une petite fille traverse sans regarder. Au Japon, la petite fille a tort, donc elle sera écrasée. En France, la petite fille a encore longtemps à vivre, la vieille dame un peu moins, donc finalement, si on envoie la voiture dans le mur, c'est pas très grave. Quel choix est-ce qu'on fait en termes de logiciels? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça conduit à faire des logiciels différents selon des zones dans le monde différentes, ou bien est-ce que malgré tout il y a une forme d'harmonisation? Voilà. En fait, on se pose, on fait tout en sorte, on se pose pas la question comme ça aujourd'hui. Cette question de l'algorithme et du choix, c'est un sujet qui est passionnant intellectuellement, mais qui est en fait pas la façon dont on aborde le sujet du véhicule autonome. Comment on aborde le véhicule autonome dans cet exemple-là? En fait, le véhicule ne réfléchit pas, il écrase le frein. Je veux dire, il voit la voiture, il voit la jeune femme qui arrive, qui traverse, et il freine pleine balle en fait. Et on va suffisamment baisser. Et d'abord, il l'aura vu depuis beaucoup plus loin, parce qu'il sera équipé des acteurs, des capteurs qui permettront de le voir de plus loin. Et il sera capable d'avoir suffisamment réduit la vitesse pour éviter l'accident fatal. En fait, c'est ça la bonne façon. C'est ça la façon dont on sort parce que c'est pas quelque chose qui est programmable en fait. Ce que tu dis là. Un programme comme ça pose. Oui, on peut pas programmer comme ça. Ça pose des problèmes éthiques considérables. Donc effectivement, il vaut mieux trouver une autre solution. Bien, nous arrivons à 18h32, c'est-à-dire pratiquement au bout de notre présentation. Serge, tu voulais dire autre chose? Merci beaucoup. Oui, en conclusion, je vais dire un constat, des remerciements et une remarque. Le constat, c'est que la série Réalité industrielle porte bien son nom, puisque la vocation de cette série est de décrire le présent. Et aussi bien pour ceux qui ont lu le numéro, que pour ceux qui ont participé au débat, on a bien vu que ce numéro-ci s'attache à décrire le présent. Des remerciements, bien sûr, à l'ensemble des rédacteurs, puisque c'est leur qualité et le soin qu'ils y ont mis qui font la qualité du numéro, et tout particulièrement mes remerciements à ceux qui ont accepté de consacrer du temps à venir aujourd'hui. La remarque finale, j'ai été frappé par une forme de classification dans l'utilisation des intelligences artificielles. Il y a l'utilisation pour les interactions avec la matière, où quand on écoute, on n'a pas de doute, on se dit là il y a du progrès. Et il y a du progrès, il y a des voitures qui détectent mieux, il y a des voyageurs qui sont mieux renseignés, donc il y a une utilisation où on se dit l'humanité gagne quelque chose. Et l'interaction avec les humains où on est conduit à une certaine perplexité. On se dit il y a des intelligences artificielles qui génèrent des amendements parlementaires, une intelligence artificielle qui les trie et des intelligences artificielles qui y répondent, une intelligence artificielle qui rédige un mémoire d'avocat qui est beaucoup plus long que d'habitude, une intelligence artificielle qui lit
et bientôt un juge intelligence artificielle qui, lui, jugera enfin tout le monde de la même manière, ce qui sera peut-être le progrès, d'ailleurs, de juger tout le monde de la même manière. Mais dans l'interaction avec l'humain, y compris d'ailleurs dans l'enseignement, qui est probablement intermédiaire, on est parfois conduit à un peu de perplexité. Mais comme j'indiquais, réalité industrielle décrit la réalité. Il est fréquent que nous soyons perplexes devant une réalité, ce n'est pas un jugement. En tout cas, merci énormément à nouveau aux rédacteurs et tout particulièrement à ceux qui ont accepté de venir aujourd'hui. Je témoigne dans la catégorie des simplifications légales que les amendements parlementaires créés par IA et auxquels est répondu par une IA sont une catastrophe absolue pour les malheureux fonctionnaires qui sont censés donner un avis sur chacun d'eux. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Merci de votre invitation. Merci, bonne soirée.